Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour discuter, échanger, débattre de toutes ces pistes. Je vous propose qu'on se tourne directement vers la salle pour des questions. Peut-être pouvons-nous rallumer un petit peu la lumière. On ne vous voit pas, on voit du noir, nous. Voilà. Y a-t-il des questions à l'une ou à plusieurs de nos intervenantes qui ont donc évoqué toutes ces questions de figures féminines au contact avec les artistes, commanditaires, mécènes, historiennes? Moi, j'avais une question pour Blandine, justement. Tu peux prendre le micro. Le travail que vous avez effectué est impressionnant. Je voulais savoir si ça avait donné lieu, toutes ces expositions monographiques, à un enrichissement des collections des musées, justement, dans lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vraiment ça a... Alors, très souvent, ça a donné lieu à des enrichissements, mais pas toujours, parce que quelquefois, c'était vraiment hors de portée. Mais d'abord, je dois quand même rendre hommage aux artistes qui ont d'une immense générosité. Et donc, très souvent, il y a une acquisition, un don. Donc, oui. Et puis, je me suis toujours servi de tout ce dont on pouvait se servir. Donc, les dépôts du FNAC venaient aussi compléter les collections. Mais bon, j'avoue que ma grande tristesse, par exemple, Barbara Epworth, il n'y en a pas en France. Et j'ai pas pu, c'était pas possible, on n'avait pas les moyens d'en acheter. Georgia O'Keeffe, je suis partie trop tôt, mais il y en a un seul en France, elle n'a jamais eu d'exposition, sauf heureusement grâce à Guy Tosato qui a maintenu l'exposition à Grenoble. La seule œuvre est au Centre Pompidou, mais elle a été donnée par la Fondation O'Keeffe. Attendez, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, c'est un peu compliqué. Oui, on a parlé de beaucoup d'acteurs, de culturels, mais je crois que dans les changements radicaux de l'entrée des femmes dans le monde artistique, il y a un travail énorme, surtout pour la diffusion du féminisme, des professeurs, eux, dans les écoles d'art. Et je crois qu'ils sont vraiment des passeurs de savoir très, très importants. Je voulais simplement dire que, à écouter justement mes collègues, moi j'ai pensé au fait que j'ai fait ma thèse à Paris 4, hein, et si j'ai travaillé sur Golden Box, c'est puisque j'ai travaillé avec Sylvie Béguin, qui était une des premières conservatrices au Louvre. Moi, j'avais juste un tout petit mot à dire sur le salaire des conservateurs. Quand je suis arrivée, je n'ai pas l'impression d'être tout à fait un dinosaure. Il y avait encore une liste d'aptitudes à la fonction de conservateur pour les postes en région, et il y en avait plus de la moitié à mi-temps bénévole. Blandine, j'avais une question sur ta pratique de commissaire d'exposition. C'est très impressionnant de voir la proportion d'artistes femmes que tu as montré. Est-ce que tu as été identifiée un peu officiellement pour ça, ou même pas tellement? Pas vraiment, en fait. Tu étais un peu la seule à faire. Justement, il y a cette question de proportion. Vous avez une idée de la proportion, justement, d'exposition dans laquelle vous avez montré des œuvres de femmes artistes? Enfin, j'ai montré des œuvres de femmes artistes dans d'autres expositions. Oui, voilà. Là, je vous ai parlé que des monographies. Je sais pas, moi j'ai ma liste d'expos, on peut regarder, mais j'ai pas fait de proportion, j'ai rien fait de particulier, mais je pense aussi que je fais partie de la génération où on regardait de la même façon le travail masculin et le travail féminin, et à partir de ce moment-là, quand il y a un moment où c'est un peu subjectif quand même, mais quand le choix correspondait aux collections du musée, à la politique que je souhaitais mener, voilà. Mais non, je pense pas être... Il existe à Washington the National Museum of Women in the Arts. Nous avons Katie Dubosky ici qui représente ce musée à Paris. Et est-ce qu'il y a jamais eu, ou est-ce qu'il y a actuellement l'idée, le rêve, le projet d'un National Museum, d'un musée national des femmes artistes en France, mesdames?
je pense que la question s'adresse un peu à tout le monde. Il y a des bibliothèques, il y a beaucoup de choses en France, mais pas de collection, comme vous le savez toutes très bien. Donc, voilà. D'où le projet Aware d'archives. Il y a l'association Mnémosine qui fait des choses. Et puis voilà, je crois qu'il y a une pensée de ces questions qui est très vivante, comme en témoigne cette table ronde. Parce que je pense que les interventions sont vraiment passionnantes et que de fait, la France du coup se positionne comme un des pays où on réfléchit sur ces questions-là, me semble-t-il. Et je trouve très intéressant qu'on y réfléchisse de manière transchronologique, c'est-à-dire de toute évidence, vos différentes interventions montrent qu'on peut redécouvrir l'histoire des femmes à différents niveaux et à toutes les périodes. Enfin, la question des savoirs artistiques, elle est, je trouve, vraiment passionnante, parce qu'on voit bien que les femmes vont penser de manière différente le rapport entre le texte et l'image, de fait, ou la transversalité des savoirs, très tôt. Et je pense que la femme mécène et la femme collectionneuse, comme vous l'avez montré, Catherine, c'est un sujet aussi qui est en train de prendre forme de manière tout à fait importante et intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce... Quand on parle de femmes, je vous laisse la parole, mais quand on parle de femmes collectionneuses, c'est vrai qu'on aimerait, par exemple, pour Saint-Étienne, avoir quelque chose sur Vicky Rémy et Ninon Roblin. Parce que c'est quand même deux femmes qui ont, entre guillemets, forgé une partie du fond de Saint-Étienne. Il y a eu une exposition sur la collection Vicky Rémy. Non, il y a eu des expositions sur chacune d'entre elles. Oui. Mais ça serait intéressant d'avoir un petit quelque chose. C'est les 30 ans du musée de Saint-Étienne cette année. Moi, je voulais simplement dire que j'ai commencé à enseigner les femmes artistes en 1994 à Paris. Et ça a été très difficile d'utiliser les musées, alors que mon université a utilisé les musées de manière systématique, où on faisait des cours dans les rues avec les monuments. Et les femmes artistes, même quand il y en avait dans les collections, la plupart du temps, n'étaient pas exposées. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Camille Morino, et cette question du musée, on l'avait déjà abordée donc, quand on a fait notre journée d'études sur les musées de femmes à travers le monde. Là, on l'avait fait au musée de l'Armée. Je crois que ça pose une question transversale qui nous préoccupe beaucoup au sein de Mnémosine. C'est celle d'un lieu spécifique pour exposer les femmes artistes, ou d'un travail d'entrisme au sein de l'histoire de l'art, comme l'a montré effectivement, ou de l'histoire des savoirs artistiques, pour qu'il y ait des acquisitions, enfin une vraie politique d'exposition, d'acquisition à parité dans les institutions déjà existantes. Donc je crois que c'est un débat qui est permanent, effectivement, et le livre qu'on a publié sur la place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte, c'est l'idée de relire l'histoire de l'Antiquité à nos jours, en intégrant complètement les rapports de pouvoir, c'est-à-dire le genre, et la place des femmes. Donc c'est vraiment une question intéressante, c'est-à-dire faut-il un musée spécifique, faut-il voilà, des expositions, ce que vous avez présenté, c'est fascinant, surtout quand moi je suis absolument pas spécialiste, donc effectivement ce sont des découvertes, mais comment faire entrer ces artistes à part entière dans l'histoire de l'art en général et dans la production artistique en général. Enfin, il me semble que c'est un vrai enjeu politique et économique. Non, je voulais peut-être juste profiter, parce que peut-être Camille ne le fera pas d'elle-même, mais puisqu'on parlait d'entrisme, peut-être rappeler quand même ce geste qui avait été très fort de elle à Centre Pompidou, qui avait été une manière, je dirais, de changer un petit peu, enfin on a tenté de changer en profondeur les façons de penser des conservateurs, parce que c'est aussi, je dirais là aussi une vision qu'il faut arriver à intégrer de manière beaucoup plus sensible dans notre manière notamment de programmer et d'acheter les œuvres, puisqu'on est un musée d'art contemporain, et on peut dire que cet apport, même s'il a été sensible, on a vu tout de suite les effets dans nos commissions d'acquisition à la suite de cet accrochage, est fragile, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un net recul, quoi. Je pense que c'est peut-être de notre responsabilité de le dire, quoi. Il y a quand même eu un recul par rapport aux années de cet accrochage à Centre Pompidou.
Je voulais aussi profiter là, de prendre la parole. Peut-être, Blandine, j'étais étonnée que tu n'évoques pas l'exposition que tu avais faite de l'œuvre d'Agnès Turnauer, parce que voilà, elle est là. Et je profite du fait qu'Agnès soit avec nous aujourd'hui pour dire qu'il y a aussi des artistes femmes qui pensent cette question du féminin et cette question du rapport avec l'art. Et comme elle est là, je trouvais ça sympathique de souligner en tout cas la force et vraiment l'acuité de son travail sur cette question. Tu as d'autant plus raison que j'avais fait un premier PowerPoint où je n'avais pas de photos d'Agnès. Elles sont arrivées après, j'en avais un deuxième. Et comme il y a eu un problème d'image, et il n'y a pas eu de photos de l'exposition d'Agnès, je peux dire qu'avec Agnès, elle est arrivée à un moment où le musée des Beaux-Arts de Nantes était en travaux. Donc, le principe était que toutes nos expositions partaient des collections. Et Agnès a mis absolument formidablement en valeur toutes nos collections sur le thème du regard. Elle avait pris des portraits de Tintoret à Toymans. Et on a comme ça regardé de façon extrêmement différente nos collections traditionnelles. Je suis désolée, Agnès. Promis juré, je l'avais. Je voudrais dire à quel point je suis contente d'avoir vu 2 fois Romaine Brooks aujourd'hui, parce que j'ai vu l'exposition il y a 30 ans. Et depuis, je vais systématiquement, quand je vais à Poitiers, voir les tableaux. Et je voulais juste vous dire une petite chose qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque. C'est que je me suis demandé où était le tableau de Cocteau. Et il y a un gardien qui m'a dit, je dis, mais enfin, comment ça se fait qu'on ne voit jamais ces tableaux-là? Et on m'a dit, oh mais madame, on n'arrive déjà pas à montrer les tableaux d'hommes, alors vous pensez bien. Donc, jamais le tableau est revenu à Pompidou. Oui, dans le même ordre d'idée que l'exposition Elle, bien sûr, pour les plasticiennes à Beaubourg. On peut rappeler peut-être ici les expositions sur les femmes photographes qui ont eu lieu à l'Orangerie et puis au musée d'Orsay, bien sûr. Et en fait, la merveilleuse expo aussi sur Paula Modersohn-Becker, après le livre de Marie, Dariussec. Hein. Et je voulais juste dire un mot au plan de la vie associative sur ce que fait l'association HF, hommes-femmes, donc dans les métiers d'art et de la culture, en particulier, donc bien sûr, travailler sur la parité dans les métiers d'art, etc., puisqu'on sait tous, toutes, qu'il y a très peu de femmes qui dirigent des centres chorégraphiques, des centres dramatiques, etc., etc. Mais et aussi vous rappeler que pendant les journées du patrimoine, nous avons à HF organisé des journées du matrimoine. Voilà. Oui, peut-être une dernière remarque pour dire que le monde de l'art doit aussi intégrer l'histoire de la musique. Et on retrouve exactement les mêmes problématiques pour étudier l'histoire des professionnels de la musique, l'histoire de la programmation des compositrices. Et on a le même type de questionnement sur la nécessité ou pas, la légitimité ou pas de programmer des festivals, par exemple, entièrement dédiés à des œuvres composées par des femmes. C'est le pari que relève l'équipe de Présence féminine, qui est un festival de musique organisé à Toulon,
et qui donne à entendre, et c'est l'un des rares à donner à entendre, des compositrices qu'on a complètement oubliées, ou alors, lorsqu'on ne les a pas oubliées, elles sont réduites à leur œuvre de pédagogue, car être prof est aussi une façon, et d'être reconnu uniquement comme professeur de musique, est aussi une façon de dévaloriser l'œuvre de compositrice de ces femmes. C'est le cas en particulier d'Hélène de Montgeroux, qui était une exceptionnelle compositrice du début du XIXe siècle, excellente professeure au conservatoire de musique, et qui est complètement tombée dans l'oubli. Et quand on l'exhume, c'est uniquement en tant qu'elle a formé des générations exceptionnelles de compositeurs. Et donc, parmi ces compositrices qu'il faudrait avoir l'occasion de davantage entendre dans des institutions de prestige, on peut citer Amy Beach, Mel Bonis et tant d'autres. Donc, je voudrais aussi éveiller les oreilles, pas uniquement les regards, sur les œuvres musicales qui ont été composées, qui continuent à être composées par des femmes musiciennes qui sont confrontées aux mêmes problématiques, à ces plafonds de verre, et les programmatrices ne programment pas toujours aussi des œuvres composées par des femmes. Donc la musique a-t-elle un genre? C'est aussi une question qui rebondit sur les échanges très riches et passionnants qu'on a eus aujourd'hui. Voilà, merci. Ça fera peut-être une prochaine journée. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nombreux cet après-midi. Je vous rappelle donc que nos deux associations ont besoin de votre soutien, le soutien à Aware, le soutien à Mnémosyne. Si vous souhaitez adhérer à Mnémosyne, vous pouvez vous adresser aux membres de l'association qui sont présents, et sachez que en adhérant à l'association, vous repartez avec l'ouvrage, le prix Mnémosyne, une rose épineuse, dont il a été question tout à l'heure. Donc n'hésitez vraiment pas, et merci beaucoup, bonne soirée. Ouais. Mais Anne, c'est pareil. L'homme.